Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir ce lundi 8 mars 2021 dans Instant Vérité, un numéro spécial pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Mesdames et messieurs, vous êtes bien évidemment dans Matin Bonheur. Alors, chef d'entreprise, femme d'affaires à succès, élu local, les femmes sont en mouvement. Parmi elles, certaines luttent pour la reconnaissance des droits des autres femmes, d'autres créent des milliers d'emplois. Et loin de la reconnaissance de leurs droits, de leurs mérites, ces femmes leaders sont bien souvent la cible de toutes les critiques. Injures publiques, dénigrement, sabotage, tout y passe pour qu'elles baissent les bras et arrêtent le combat. Mais, mesdames et messieurs, qui sont-elles vraiment? Ministres, députés, ménagères, commerçantes, élèves, étudiantes, bref, où en sont leurs droits toujours méprisés ou méconnus? Que peut vraiment apporter le leadership féminin? Alors, Adjaratou Traoré Coulibaly est avec nous pour répondre à ces questions. Adjaratou Traoré Coulibaly est chef d'entreprise, présidente de la fondation Adjaratou Demain, qui travaille pour l'insertion économique des femmes et des jeunes de Koumassi. Et depuis 2012, vous êtes, madame, députée élue sous la bannière RHDP. Alors, bonjour, madame. Bonjour Gabriel. Et bienvenue sur le plateau de Instant Vérité. Merci. Alors, les législatives viennent de s'achever, les résultats sont en train de tomber. Vous avez été candidate à Koumassi sur la liste RHDP aux côtés du maire Ibrahim Cissé Bakongo. Comment, madame, avez-vous vécu ces élections locales? Merci Gabriel. Je pense que les élections se sont déroulées dans une très belle ambiance entre partisans et aussi avec les listes adversaires. Il y a eu une très belle ambiance entre les différentes listes, les candidats et une synergie entre la population et les candidats. Nous n'avons pas noté d'incidents pendant la campagne avec les listes adversaires, ni pendant le vote, le jour du vote. Et bien entendu, bon, après les résultats provisoires, nous n'avons pas noté d'incidents ou de plaintes venant des listes adversaires. D'accord. Vous attendez toujours les résultats provisoires à Koumassi? Alors, les résultats provisoires sont connus. Oui, à Koumassi, les résultats provisoires sont connus. La liste RHDP, bien entendu, Alors, donc, félicitations. C'était juste une question pour savoir. Je vous sens très sereine. Alors, ce matin, à Koumassi, lors de la campagne des législatives, des heurts ont eu lieu entre vos équipes de campagne et celle d'Ibrahim Cissé Bakongo, l'actuel maire de cette commune. Il était tête de liste. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ces constants accès de colère entre vous? Vous savez que là où il y a la passion, il y a moins de raisons. Je pense que c'est un incident qui est survenu et les choses sont entrées très vite dans l'ordre parce que le plus important pour ces élections et l'enjeu essentiel était la victoire de la liste RHDP. Donc il n'y avait pas de raison que nous puissions nous combattre entre nous, d'autant plus que les voix acquises par l'un se reportent sur l'autre. Oui, mais en donc il n'y avait pas de raison. Madame, vous étiez sur la même liste électorale que l'actuel maire alors, de Koumassi. À votre avis, qu'est-ce qui, dans le fond, pourrait justifier, je vais dire, ce manque de confiance entre vous, cet acharnement? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je pense qu'il y a eu une incompréhension beaucoup plus entre les militants. Et comme je le disais tantôt, quand il y a la passion, il y a moins de raisons. Mais bon, je pense que nous sommes allés très vite à l'essentiel et c'est ce qui a justifié d'ailleurs cette victoire. Donc, alors, vous dites que c'est un problème entre les militants, mais ce n'est pas plutôt un problème d'intérêt entre vous et le maire de Koumassi? Alors, je pense que l'intérêt pour moi, il n'est pas personnel. L'intérêt, il est beaucoup plus pour le parti, le RHDP, et surtout pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est ce qui est le plus important. Vous êtes une femme et nous insistons sur la question pour revenir, pour dire qu'en mars 2019, une partie de votre fondation, notamment la façade de Adjaratou Demain, a été démolie dans le cadre de la lutte contre les installations anarchiques dans la commune de Koumassi. Alors, comment donc comprendre cet acte? Bon, je pense que dans sa politique d'urbanisation, le maire a trouvé que la façade de la fondation
débordait un tout petit peu, tombait sous le coup, bien entendu, des justes mesures. Donc, il n'y a pas de problème. Madame, vous faites partie du même parti. Vous Oui, êtes sur la même liste que oui, lui. bien entendu. Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Ou bien serez-vous candidate à Koumassi au municipal de 2023? Il faut dire que le choix des candidats au niveau du parti se fait selon le profil et les potentiels des candidats. Donc, nous ne sommes pas en 2023, nous ne sommes qu'en 2021. On ne pourrait oui, en même temps, savoir est-ce que qui vous vous serait... projetez dans cette perspective-là? Le parti décidera qui est le meilleur, qui a le meilleur profil pour porter le choix. Vous laissez le sien au parti. Oui, c'est justement le est-ce que parti vous-même, en tant que femme, leader et tout cela, avec ce que vous faites avec votre fondation, est-ce que vous-même n'avez pas cette volonté-là de vous présenter au municipal de 2023? Mais quelle que soit la volonté que tu pourrais avoir, c'est le parti qui avisera en fonction des potentialités, du profil de chacun. Je pense que nous, en tant que femmes, nous devons présenter un profil beaucoup plus reluisant pour pouvoir être choisis. Donc, nous attelons à cela. Mais c'est le parti qui a le dernier mot. Alors, Adjaratou Traoré, vous êtes chef d'entreprise. Alors, cela fait des sociétés et des hommes à gérer, donc des charges énormes auxquelles il faut faire face au quotidien. Pourquoi la politique, finalement? Je pense que c'est deux domaines qui vont de pair pour moi. C'est un sacerdoce. Il n'y a pas de problème à être femme d'affaires et être politique. Je dirais même aussi femme au foyer. Pourquoi pas? Voilà, c'est-à-dire que c'est un sacerdoce. Il faut pouvoir bien s'organiser pour mieux gérer chaque domaine et servir son pays en un mot. J'ai une équipe dynamique, aussi bien au plan professionnel que politique, qui organise tout ça, qui orchestre tout ça, et puis pour un meilleur résultat. Voilà. Alors, c'est en 2004 que vous avez fait vos premiers pas en politique en tant que membre du comité de base du RDR. Aujourd'hui, alors vous êtes devenue l'une des élues du RHDP, le parti au pouvoir. Alors, comment s'est faite votre ascension? Oh, je pense que j'ai commencé la politique un peu tôt, depuis le lycée, en étant membre du MEESI, du bureau voilà, du MEESI, et en passant par la JPDCI, quand nous étions à l'université avec le président Kakabe. Et ensuite, avant de m'envoler pour les États-Unis, pour une meilleure prise en charge de ma personne, si je peux dire ça comme ça, j'ai été membre du comité de base du RDR avant d'y aller. Et c'est seulement à mon retour que je me suis vue dans l'arène politique. Alors, justement, pourquoi, d'où vous vient cette fibre politique? Qui vous a inspiré? Est-ce que vous êtes inspiré des dévancières de Henriette Dagri-Diabaté ou encore d'autres femmes qui vous ont motivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu quel contact avec quelle femme qui vous a vraiment donné cette envie-là de faire la politique? Je vais profiter de votre micro pour rendre hommage à une dame, celle qui m'a véritablement inspirée, à son âme, c'est Mme Akangui, oui. Qui était en son temps maire de la commune de Port-Boué. Et moi, étant étudiante et résident à la cité universitaire Port-Boué 1, et j'étais la représentante des étudiantes en son temps, et j'ai fait partie de son équipe, voilà, de campagne. Et c'est de là même que nous avons mis en place le bureau de la JPDCI sous le contrôle de Mme Feu Akangui. Et c'est une dame qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a beaucoup soutenue. Et je pense que mon engagement politique vient d'elle. Alors, bien. Alors, aujourd'hui, vous comptez parmi les femmes, parmi les nouvelles générations de femmes politiques, de leaders de femmes. Alors, dites-nous, vous essuyez des coups, les coups très durs. Comment faites-vous au quotidien? Oh, je pense que
Les Ivoiriens veulent savoir d'où tirez-vous cette témérité. Vous savez, aujourd'hui, nous célébrons la femme. Donc, voilà, c'est très important pour les femmes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire pourquoi elles font de la politique, pourquoi elles sont si passionnées. Et puis bon, pourquoi elles encaissent les coups, elles donnent aussi des petits coups, n'est-ce pas? Alors, donc, d'où tirez-vous votre témérité? Il faut dire que le contexte justifie le comportement. L'arène politique n'est pas chose facile, c'est une scène où tous les coups sont permis. Tu en reçois, il faut en donner aussi de temps en temps. Et je pense que en tant que femme, nous avons plusieurs difficultés voilà, que nous rencontrons. Nous avons d'abord, premièrement, les pesanteurs sociales, culturelles. Et puis, secondo, je pourrais dire que nous rencontrons beaucoup de difficultés telles que des dénigrements orchestrés sur les réseaux sociaux, des menaces, des intimidations, souvent aboutissant à des menaces de mort, des mensonges de tout genre, allant jusqu'à ta vie privée. Mais moi, je reste convaincue que les femmes doivent tenir bon. Voilà, nous devons tenir bon et nous devons pouvoir surmonter ces difficultés et ces obstacles-là pour pouvoir occuper notre place dans les instances. Comme vous venez de le dire, l'arène politique en Côte d'Ivoire est vraiment parsemée d'embûches. Cette arène-là, elle est très violente. Est-ce que l'arène politique ivoirienne ne vous fait pas peur? Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Je n'ai pas peur parce que je pense que pour tous les domaines, d'abord, ont leurs difficultés. Donc, ce n'est pas seulement qu'en politique qu'il y a des difficultés, mais quand on s'engage en politique, on doit s'attendre et avoir le dos vraiment large et solide pour pouvoir faire face à ces difficultés. C'est vrai que souvent, c'est beaucoup plus dur par endroits. On rencontre des personnes vraiment atypiques, je pourrais dire ça comme ça, mais il faut tenir, il faut être déterminé et ferme, parce que bien que la femme incarne la douceur et la paix, mais de temps en temps, il faut aussi en face qu'on sache que non, il faut qu'on sache notre détermination. Sinon, il n'y aura plus de femmes en politique. Les femmes auront peur, elles auront peur de s'engager dans ce domaine. Et comment, je veux dire, avec toutes ces dispositions que le gouvernement met en place pour permettre aux femmes d'être représentées dans le domaine politique, je parle des 30%, du quota des 30% de représentativité des femmes dans les assemblées élues. Mais il faut bien que nous bravons. Nous puissions braver tous ces obstacles pour pouvoir y être. Alors, justement, en tant que député, vous êtes à l'initiative de la proposition de loi fixant les conditions du travail domestique et portant organisation des agences de placement des travailleurs domestiques. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette proposition de loi? Je pense que c'est parti d'un constat tout simple, du fait de l'amélioration des conditions de travail de cette catégorie de travailleurs. Parce que, en fait, en réalité, c'est des travailleurs. Voilà. Et si nous prenons l'échantillon, ne serait-ce que d'Abidjan, nous avons près d'1 million de personnes qui exercent ce métier. Et j'ai jugé bon, à un moment donné, qu'il fallait y prêter une attention particulière. Donc, améliorer un peu les conditions de travail de ces personnes-là. Oui, il a été vraiment fort de constater que cette proposition de loi n'a pas prospéré. Pourquoi? En fait, c'est un recul de bélier. Il fallait, je l'ai retiré juste pour mieux la préparer et prendre en compte quelques aspects techniques. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le dynamisme du gouvernement, de renforcer les droits de la femme, puisque la majorité de ces personnes exerçant ce métier est la femme, les jeunes filles, surtout les jeunes filles. Donc, je pense que nous allons saisir l'opportunité pour peut-être revenir sur cette réalité. Alors, donc, vous en parliez à l'instant, la représentation des femmes dans les assemblées élues. Il y a eu donc la loi sur le quota de 30% demandé aux partis politiques. Alors, cette disposition n'a pas été observée, malheureusement, lors de ces législatives. C'est le code qui a été privilégié. Votre commentaire?
Alors, je pense que d'abord, il y a une confusion que les normes même ont laissé paraître parce que nous avons le code électoral, la loi et le décret. Bon, chaque norme a privilégié une position. Donc, vous savez, quand il s'agit de la femme, les hommes savent s'entendre. Hein. Ils se sont entendus sur la norme qui était plus flexible, plus facile, qui est celle du code électoral qui dit voilà, oui, qu'il faut 30% dans les circonscriptions de plus à 2 sièges. Voilà, donc, mais vous, en tant que femme, comment vous avez... Oui, ils ont pu s'entendre sur les femmes. Oui, c'est ce que j'ai dit, quand il s'agit de femmes, là, ils s'entendent. Donc, c'est pour dire qu'il faut plus de femmes, alors, dans l'arène politique. Donc, vous, en tant que député, comment vous avez vécu cela? Comment vous avez vécu cette entente circonstancielle des hommes politiques? Oh, je me dis que c'est un début, et nous prenons déjà cette belle initiative, cette belle opportunité que nous donne le gouvernement. Et nous, c'est vrai que le gouvernement nous ouvre la porte, mais c'est à nous, les femmes, de franchir le seuil en bravant, bien entendu, tous ces obstacles que je viens de citer, ces dénigrements, ces menaces, ces agressions. Vous êtes déjà, vous êtes déjà arrivé à un certain niveau. Comment vous faites avec les jeunes femmes qui veulent vraiment, je vais dire, s'initier à la politique? Est-ce que vous avez des jeunes femmes que vous encadrez dans ce sens-là? Bien entendu, il y a beaucoup de jeunes filles, des associations de jeunes filles, des jeunes filles qui trouvent que je suis un exemple, une inspiration pour elles, mais je leur dis que non, je ne me cache pas, je leur dis que c'est un domaine très, très difficile. Il faut être déterminé, engagé, et puis il ne faut pas avoir peur parce qu'on peut traverser toutes sortes de situations difficiles. Vous savez, la femme, quand il s'agit de notre vie privée, nous sommes souvent fragilisés et il faut pouvoir faire face à ça parce qu'il y a tellement de mensonges, tellement de dénigrements sur ta vie privée, sur des agressions verbales. Et il faut pouvoir tenir. Alors, pour vous, les droits des femmes sont-ils méprisés ou méconnus en Côte d'Ivoire? Oh, je pense que c'est pas... On ne va pas parler de mépris puisque le gouvernement a pris beaucoup de dispositions pour renforcer les droits des femmes. Et je vais même dire que c'est depuis 1952 que le vote de la femme a été admis en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, avec tous ces efforts tels que la loi relative à la succession, nous avons aussi la loi du 8 novembre 2016 qui consacre l'égalité entre femmes et hommes. Mais ça encore, vous en riez, vous en riez justement. Donc c'est pour cela que la question a son sens. Culturellement, bon, oui. mon homme c'est vrai qu'il y a des dispositions, de nombreuses dispositions sont prises dans le sens de la reconnaissance, encore du respect des droits des femmes, mais dans la pratique, que de difficultés, que d'obstacles, n'est-ce pas, madame? Oui, mais bon, en fait, tout est lié aussi à notre culture et notre tradition, moi, je pense. Mais bon, une loi nous favorise, hein, donc nous, on salue l'initiative. On salue l'initiative, comme on le disait, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais maintenant, nous les femmes, justement, c'est à côté. Maintenant, nous sommes à côté, donc tant mieux. Tant mieux si la disposition légale... Donc, madame, comment donc promouvoir la participation politique et la représentation des femmes dans ce sens-là? Oh, je pense que, je le disais tout à l'heure, que nous avons des dispositions qui font la promotion de la femme, l'émergence de la femme. Le gouvernement ouvre la porte, mais il faut que nous franchissons. C'est vrai que le gouvernement ouvre la porte, mais en même temps, je veux dire... Mais les femmes aussi doivent se former. Oui. Les femmes aussi. Donc, nous avons plusieurs raisons. Nous avons des raisons endogènes aux femmes. Oui. Voilà. Quelles seraient donc, dans ce sens-là, les bonnes pratiques pour un pays qui veut prendre en compte les femmes dans son développement?
Oui, mais c'est de pouvoir mettre en place les dispositions d'éducation, de formation. Et je pense que le gouvernement actuel s'y force. Nous avons beaucoup de dispositions, de normes qui aujourd'hui permettent aux femmes d'être présentes dans l'arène politique, qui permettent aux femmes aussi de se prendre en charge l'autonomisation des femmes. Nous avons beaucoup de dispositions qui permettent aux femmes de participer, de contribuer au développement de leur pays. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui... Il faut oser. Il faut que nous osons. Voilà. Les pays marquent, tous les pays du monde entier marquent un arrêt pour célébrer les femmes, pour parler de leurs droits, mais tout ça, ça reste sur les papiers, ça reste dans les tiroirs. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Parce que les femmes constituent la moitié de la population du monde. En Côte d'Ivoire, les femmes sont presque 50% de la population ivoirienne. Alors, comment prendre en compte ces femmes-là? C'est la grande question. Comment les prendre en compte? Ne pas parler seulement de leurs droits, ne pas célébrer, en faire une fête, mais dans le fond, il faut... Oui, mais il y a l'action aussi du côté des femmes. Il y a l'action. Le gouvernement va beau mettre les dispositions légales en place, si les femmes n'osent pas, si les femmes ne font pas le pas, ça va rester morte. Voilà. Donc, il y a l'action des femmes, il y a le courage, il y a la détermination et l'engagement des femmes. Voilà. D'accord. Donc, votre engagement, c'est aussi votre fondation, Adjaratou Demain. Alors, vous développez les compétences, vous financez, pardon, les projets des jeunes et des femmes. Qu'est-ce qui a motivé votre choix rapidement? La dernière question. En fait, mon choix a été motivé par mon enfance. Je suis d'une famille modeste. J'ai un parcours avec un parcours tumultueux et j'ai vu comment ma mère, étant analphabète, a pu vivre avec des petits commerces. Et donc, je me suis dit, étant élue et vu les attentes des populations, je ne pouvais pas ne pas prendre en compte ces préoccupations-là. Et c'est ce qui a suscité la mise en place de la Fondation Adjaratou Demain pour l'autonomisation des femmes et l'insertion des jeunes. Alors, Adjaratou Traoré Koulibaly, vous êtes donc députée et opératrice économique. Merci d'être venue apporter vos points de vue au débat sur le leadership féminin qui contribue sans relâche au développement de notre pays. Alors, mesdames et messieurs, je précise que vous êtes la présidente de Adjaratou Demain, une fondation qui travaille avec les jeunes et les femmes pour les aider à se prendre en charge. C'est donc la fin de Instant Vérité. Matin Bonheur revient après l'agenda.